Le porche du collège Jeanne d'Arc, immortalisé par Sir William Orpen. Adam and Eve in Péronne. Même vus à travers le porche du collège Jeanne d'Arc, avec ou sans Adam et Ève, tableau réalisé par le peintre officiel de l'armée britannique, Sir William Orpen, les ruines sont tristes. Pourtant, les sites des anciens champs de bataille sont touristiques. On vient de loin pour visiter les régions dévastées. Le Matin, journal parisien, organise les 23 et 24 avril 1919 un pèlerinage des enfants des écoles de la ville de Paris au champ de bataille de la Somme. Le 24, ils visitent Albert, Maricourt, Péronne, etc. Il leur est expressément recommandé d'observer toutes les règles de prudence qui leur seront transmises par leurs maîtres et maîtresses, et principalement de s'abstenir de toucher aux projectiles, aux bus ou grenades, aux objets d'équipement ou débris quelconques qui parsèment le terrain de bataille. Michelin, qui pour sa publicité offrait avant-guerre des guides routiers avec l'achat de pneumatiques, vend à partir de 1920 des guides illustrés des champs de bataille. La France entière connaît la Somme, Verdun, la Marne. C'est aussi à partir de cette année qu'apparaissent sur les guides Michelin les restaurants qui commencent à être jugés selon leur qualité gastronomique. Les chemins de fer du Nord organisent aussi des pèlerinages dans les régions dévastées. Le trajet de Paris à Chaulnes s'effectuera dans un train composé de voitures de 3 classes, et de Chaulnes à la Ferme Rouge et retour dans un train formé de wagons spécialement aménagés, de type baladeuse, à partir du 15 juin, tous les dimanches et jeudis jusqu'à nouvel avis. La voilà la gare, où vont débarquer les touristes des chemins de fer du Nord. Le voyage culturel commence ici. La même, côté quai. Si le bâtiment est en ruine, les voies ferrées, elles, ont été très rapidement rétablies. La pancarte Hofbahnhof, gare principale, posée par les Allemands n'a toujours pas été retirée. L'ombre d'une poutrelle de la verrière embarre les inscriptions, comme pour tirer un trait définitif sur le passé de l'occupation. Débarquant du train, les touristes, portant cabas et paniers d'osier contenant le pique-nique, traversent les voies. Touristes, ils viennent ici s'apitoyer sur les destructions, commenter les champs de bataille. Voyeurs aussi, ils dévisageront avec compassion la misère des pauvres gens vivotants dans leurs huttes dérisoires. Le contrôle des billets effectué, les nombreux voyageurs en rang serré se répandent en ville en remontant à pied l'avenue de la Gare. Ils traverseront alors le pont de Fortune qui enjambe la Cologne. Puis nos voyageurs arriveront rapidement dans le bas de la rue Béranger, en face de l'ancienne gendarmerie. Au quartier Saint-Sauveur, ils contempleront les ruines du café moderne, avant de se disperser en ville. Touristes, c'est à pied qu'ils vont arpenter les rues. Ils verront les commerces qui commencent à rouvrir dans des bâtiments de fortune. Des ruines, protégées de la pluie par un toit de carton bitumé, ou encore des baraquements de bois ou de tôle ondulée. Ces deux photographies artistiques résument à elles seules
le délabrement de la cité. Ce qu'il reste de la boulangerie des Carsins, la pancarte apposée par le commerçant à la devanture de sa vitrine, nous invite à nous adresser au château. L'armée, qui possède encore des fours à pain dans la citadelle, les a mises à la disposition de la population, comme pendant la guerre 1870-1871. Cette pancarte nous indique pharmacie bourgeois. Mais où se trouve donc l'officine? Ici, à côté des ruines de la mairie, la pancarte A. Tavenard, vêtements de travail, confection pour dames, tissus, souvenirs. L'écriteau bureau de poste semble indiquer qu'il est ouvert. Sur cette autre, on devinera restaurant Douchet. « 1919, un coin de la grande place déblayé. Quelques commerces ont repris leur activité. La pancarte « Soldatenheim, maison du soldat » fixée sur l'ancien commerce de meubles n'a toujours pas été retirée. Autre vue de la grande place déblayée. Quelques mois plus tard, les écriteaux, pharmacie Chêne et café de la place remplacent la pancarte Soldatenheim. Mais l'enseigne allemande, Marketen des Rails, est toujours en place. Un tank anglais offert à la ville est échoué là, sur la grande place. À défaut de fortune, il fera le bonheur des ferrailleurs. Restauration provisoire de la maison Lemaire au numéro 1 de la grande place. Devant la porte du magasin de nouveautés, les propriétaires et leurs enfants posent pour la photographie. À Péronne, point de bars au comptoir rutilant, point de terrasse aguicheuse pour le voyageur de mémoire qui veut se reposer et prendre un verre. Il devra faire son choix parmi une centaine de tout petits débits de boissons, typiques des habitations d'ici. Près de 100 cafés dans Péronne. Le nombre est important. En voici un exemple caractéristique. Sur la gauche, la buvette de la rue Poutry. Les tenanciers vous accueillent à la porte de leur établissement. Le bar n'est pas bien grand. Fumer à l'intérieur est autorisé. Le banc dehors, à droite, n'est utilisé que quand l'estaminet est surpeuplé de consommateurs. Le café du Petit Saint-Jean, adossé à l'hôtel de ville en cours de déblaiement, est de nouveau ouvert. Son toit provisoire est protégé par du carton bitumé. À la porte du café Saint-Sauveur, Madame Rabache et son petit chien vous accueillent dans leur estaminet flambant neuf. Un chalet provisoire en bois, avec de larges baies vitrées agrémentées de rideaux en dentelle. Le luxe dans ce paysage désolé. Vers midi, notre voyageur entrera au restaurant Saint-Furcy, près du château. La salle est spacieuse, mais manque de lumière. La seule fenêtre est minuscule. Après un repas copieux et réparateur, il visitera alors les nouveaux quartiers. La nouvelle cité administrative et provisoire s'installe dans les bois du Quinconce. Tribunal, greffe, prison, recettes des finances, hypothèques, émergent des bois et terrains de jeu dévastés. Ici, la commission cantonale des dommages de guerre. Vue générale du Quinconce, Nissan, aligné. Si le nom
a été conservé pour désigner le quartier, rien ne rappelle le parc et les jardins du Quinconce. Ce qui restait des bois a été abattu pour construire dans l'urgence. Seul le jeu de paume est préservé et occupe toujours son ancien emplacement. Les rues de la Liberté, de la Fraternité, du tribunal, de la prison, les allées des soupirs, des curieux, des commissions, l'impasse des tilleuls emplacent les bois détruits. La sous-préfecture va trouver quelque temps un refuge provisoire au Quinconce, dans la clinique du docteur André, au pavillon Marie-Marguerite. Toujours au Quinconce, la rue de la Liberté et son château d'eau. Pour mémoire, c'était ce château d'eau que l'on voyait à droite en entrant dans l'hôpital. Inutilisé, il a été détruit en 2013. Ces huttes Nissan sont parfois appelées tonneaux ou encore métros. Ici, ces métros de réintégrés sont situés au quartier du Marin. Réintégrés est le nom administratif donné aux anciens habitants revenant chez eux. Habitation provisoire dans les Nissan de la petite rue de la Gendarmerie. Scène de vie quotidienne dans les Nissan en 1924. Lessive en plein air dans le quartier du Troupeau de l'eau. Autre vue misérable du quartier du Troupeau de l'eau en 1924. Imaginez cette même scène, sous la pluie ou dans la neige. La vie est rude pour les habitants de ces huttes provisoires. Un tonneau survivant d'époque existe toujours dans ce même quartier. Route de Saint-Denis. Des tonneaux, on va en installer partout. Quand on pense qu'au Moyen-Âge et plus tard, c'était la vigne qui poussait là. La grande place en plein travaux est occupée par des tonneaux, métro ou Nissan. Le nom Nissan vient de leur concepteur britannique, le Major Peter Nissan, qui a imaginé ces huttes métalliques pour loger les troupes avant la bataille de la Somme. Ici, la nouvelle rue Saint-Furcy en construction, comme le dit la carte postale. On ne voit pas de Nissan, mais des baraquements Adrian, en bois, avec parfois quelques murs en briques pas très épais. Cette nouvelle rue, sans nom officiel, sera appelée du Parchy, puis rue du Tigre, en l'honneur de Clémenceau, surnommé le Tigre pendant la guerre. C'est dans cette rue que certains voulaient appeler Nouvelle rue Saint-Furcy, et parmi les Nissan, que l'on bâtira la chapelle provisoire, pour suppléer à l'église Saint-Jean-Baptiste, totalement anéantie. Deux habitantes de la rue du Collège nous présentent l'endroit où elles survivent, au pied de la montagne de Brûle. Imaginez-vous l'extrême précarité des Péronnais revenus habiter chez eux, dans leur maison, sans toit ni fenêtre. Fatigué, après une journée de marche à pied, notre voyageur passera la nuit au nouvel hôtel Saint-Claude, au 5 de la rue des Chanoines. Réparé provisoirement, le toit du bâtiment est couvert de revêtements goudronnés. Demain matin, il louera le service automobile de l'hôtel pour se faire conduire à Biache, Cléry, Combles et visiter les champs de bataille, avant de rejoindre la gare dans la soirée, et le train pour Paris.
En souvenir de ce pèlerinage dans notre ville dévastée, notre touriste emportera dans sa valise tous les carnets de cartes postales qu'il a pu trouver. Certains de ces carnets proviennent du photographe péronais incontournable, Édouard Souillard. Ils exposent les ravages de la Grande Guerre à Péronne et dans la région. Les textes commentant les photographies sont en français et en anglais.